Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et comme tous les mardis à cette heure-ci, c'est Frédéric Durand-Bazin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Bonjour. Rédacteur en chef du magazine Le Particulier. Et aujourd'hui donc, on parle viager. C'est une forme connue dans l'imaginaire collectif, mais peut-être mal assimilée par bon nombre de nos concitoyens. Comment est-ce qu'on fait déjà pour acheter un bien en viager ? Alors je pense que tout le monde a en tête le film de Pierre Tchernia. Voilà. En fait c'est plutôt assez simple d'acheter ou de vendre un bien en viager. Le principe il est plutôt connu. Donc en fait l'idée c'est de pouvoir rester dans les lieux pour le vendeur la plupart du temps. Et donc en contrepartie il va recevoir une rente viagère. C'est pour ça que ça s'appelle le viager, une rente qu'il va percevoir jusqu'à la fin de ses jours et qui va être calculée sur la valeur du bien. Et il va panacher cette rente avec la perception d'un capital au moment de la signature, de la vente. Donc le principe, voilà, il suffit de rencontrer un acheteur, un vendeur. Il faut que l'acheteur souhaite mettre son bien en vente. Il faut que le vendeur accepte de payer cette rente jusqu'à la fin des jours de l'acheteur. Et voilà, le contrat est conclu. Et ça fonctionne ? Et ça fonctionne plutôt assez bien dans les faits. Bon, ça reste encore un marché de niche. Il se conclut chaque année entre 5 et 8 000 ventes. Ça représente moins d'1% des transactions immobilières. Mais on voit une forte tendance à la hausse de ce type de vente. Dernièrement. Alors, le phénomène s'explique, effectivement, c'est assez simple. Tout simplement parce que on a un phénomène de ciseaux qui se passe au niveau des vendeurs. C'est-à-dire que la population vieillit, ça on le sait. La population des plus de 70 ans, aujourd'hui, elle représente à peu près 8%. On pense que d'ici une vingtaine d'années, ça va représenter cette proportion va doubler, très certainement. Ce qui va poser des problématiques de pension de retraite. Et puis c'est vrai qu'on voit ces pensions de retraite diminuer très fortement. Donc les personnes âgées ont des besoins de revenus complémentaires de plus en plus importants. Et donc cette forme de vente leur permet de s'assurer eux-mêmes des revenus jusqu'à la fin de leur vie. Oui, parce que finalement cette rente, elle vient s'ajouter à leur pension de retraite, effectivement. Oui. Donc c'est tout l'intérêt, c'est de faire face aux dépenses dues au moment où la vieillesse arrive, les problématiques de maintien à domicile éventuellement ou de dépendance. Donc c'était une bonne alternative finalement. Alors il faut juste savoir qu'à partir du moment où vous vendez votre bien en viager, forcément vous pouvez plus le transmettre à vos héritiers. Et voilà. Donc l'idéal c'est de transmettre un bien quand vous en avez plusieurs. Donc par exemple vous avez une résidence principale et puis une résidence secondaire dont aucun de vos enfants ne veut, il est possible de vendre cette résidence secondaire. Qui aujourd'hui achète en viager ? Alors, des jeunes, Alors, c'est un marché qui aujourd'hui est plutôt un marché majoritairement de professionnels. Donc, c'est des gens qui vont aller acheter un petit portefeuille de logements, donc d'appartements ou de maisons. Ils vont essayer de diversifier un peu leurs acquisitions. Paris, l'arc méditerranéen, Lyon par exemple, et puis ils vont essayer de faire varier aussi le profil des acheteurs. Donc ils vont plutôt acheter auprès de gens qui ont 70 ans, puis après des gens qui ont 80 ans, ou un homme, une femme. Donc comme ça va leur permettre de se bâtir un petit portefeuille. Et on sait que diversifier son placement. Et voilà, et on sait que statistiquement, quand on achète 4 biens en viager avec cette diversification, on va réaliser statistiquement 20% de plus-value ou 20% de décote, comme on veut, sur le prix d'acquisition de ce portefeuille. Donc c'est d'abord des professionnels, mais il y a également aussi des particuliers qui commencent à s'intéresser à ce type d'acquisition et qui sont quand même majoritairement des gens plutôt aguerris à l'acquisition immobilière, donc c'est des gens qui ont déjà un petit portefeuille, et qui eux-mêmes cherchent cette fameuse diversification. Ceci dit, les banques pour l'instant ne financent pas, n'acceptent pas de financer les achats en viager. C'est le problème, c'est-à-dire que si on veut acheter en viager, il faut disposer des fonds nécessaires pour pouvoir acheter en viager, parce que les banques aujourd'hui ne veulent pas acheter ce type de bien, parce que c'est pas une acquisition d'utilisateur, par exemple. On va pas acheter le viager pour l'occuper, forcément il est déjà occupé par quelqu'un. On va pas l'acheter pour le louer non plus, parce qu'il est toujours occupé. Donc en fait, on va pas percevoir de revenus en même temps. Donc non, il faut disposer des fonds. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il faut au moins disposer du montant du capital qu'on va verser au départ. Ce capital qui s'appelle le bouquet.
Et puis après, finalement, quand vous allez verser les rentes à votre crédit rentier, c'est comme ça que s'appelle l'acheteur, le crédit rentier, ça peut s'assimiler quand même financièrement à un loyer, donc ou à un remboursement de crédit, par exemple. Donc finalement, il suffit juste d'avoir la mise de départ et après vous versez autant que si vous aviez à rembourser un crédit. Remarquez, vous disiez marché de professionnels, on se souvient quand même du coup de Jeanne Calment. Oui. C'était un notaire qui avait fait un viager sur Jeanne Calment. Oui, et ses héritiers s'en sont mordus les doigts longtemps. Hein. Justement, vous nous avez dit en quelques mots comment fonctionnait le viager. On imagine qu'il y a des règles à respecter. Alors effectivement, bon, il y a une seule règle impérative à respecter, donc c'est la loi du 29 mars 49 qui l'édicte. Il faut impérativement que la vente conserve un caractère aléatoire. C'est le principe même, c'est le fondement même de la vente en viager. Caractère aléatoire, ça veut dire que si vous savez que votre vendeur est gravement malade et que ses chances de survie sont infimes de l'ordre de quelques mois, la vente pourra être annulée par les héritiers. Donc il faut conserver cet aspect finalement c'est un peu bizarre aussi, hein. Finalement on spécule un peu sur la vie. L'aspect loterie, quoi. C'est un peu l'aspect loterie. Donc il faut garder ce caractère-là. Et par exemple, on sait que même si vous n'êtes pas au courant de l'état de santé de votre acquéreur, s'il vient à décéder dans les 20 jours qui suivent la signature, de toute façon le contrat est automatiquement annulé. Voilà, donc c'est vraiment le point le plus important. Vous dites automatiquement annulé, et puis vous nous avez parlé de bouquet, de rente, tout. On va essayer de prendre alors, tout est annulé dans ces cas-là, et la rente tout. Oui, c'est-à-dire qu'on restitue les héritiers vont restituer le bouquet, mais par contre l'acquéreur va rendre le bien. Comment on place le curseur entre bouquet et rente? J'imagine l'intérêt ce serait d'apporter le bouquet le plus petit possible et d'étaler le plus possible aussi de petites mensualités. Enfin, alors c'est régi par des règles? Non, alors ça c'est vraiment la règle de marché. Ça dépend. Le curseur il se place en fonction des desiderata de l'acheteur, de la volonté du vendeur. Donc on va rappeler les règles. Hein, elles sont assez simples. Hein. Quand vous achetez en viager, vous versez un bouquet et au moment de la signature, donc un capital, et vous allez verser ensuite les arrérages de rente. Alors comment est-ce qu'on calcule le bouquet? Alors globalement, même s'il n'y a pas de règle, c'est environ entre 30 et 40% de la valeur du bien. Et ça varie en fonction de l'âge peut-être du vendeur? Le bouquet, pas spécialement, ça varie plutôt en fonction de ses desiderata. Si par exemple, il veut quand même récompenser, enfin il veut faire une donation à ses propres enfants ou à ses petits-enfants, il a plutôt intérêt à avoir un bouquet plutôt important pour avoir une somme à redistribuer. Mais plus le bouquet sera important, plus le montant de la rente sera faible, ce qui est assez logique. Et à l'inverse, si il veut juste bénéficier de revenus complémentaires importants jusqu'à la fin de sa vie, il a plutôt intérêt à prendre un petit bouquet, et comme ça va majorer le montant de ses rentes. Nous, on a fait un calcul, une simulation pour à peu près avoir une idée de comment se calcule une rente viagère. On a pris l'exemple d'un bien qui vaut 300 000 € et qui est vendu par une veuve de 70 ans occupée. Alors la première chose que l'expert va faire, parce que donc c'est quand même un marché qui est régi, enfin en tout cas qui est réglementé par des professionnels qui vont faire les expertises, le professionnel va appliquer une décote sur la valeur du bien du fait de son occupation. Donc la veuve ayant 70 ans, l'expert va appliquer une décote de 50% sur la valeur du bien. Donc en fait l'opération ne sera plus calculée sur 300 000 € mais sur 150 000 €. Si cette veuve veut 50 000 € de bouquet, donc la rente sera calculée sur 100 000 €. Elle va dépendre effectivement de l'espérance de vie du crédit rentier, savoir si c'est un homme, une femme, si c'est sur une tête ou sur deux têtes, donc c'est-à-dire si les bénéficiaires c'est un couple ou c'est une personne seule. Dans le cas de notre veuve de 70 ans, on a calculé que le montant de la rente serait de 715 € par mois. Donc voilà comment sont cadrées les opérations. En gros, pour récupérer, entre guillemets, un bien d'une valeur de 300 000 €, il faut mettre 50 000 € de bouquet. Oui, plus 715 € par mois. Ad vitam. Jusqu'à ce que... Quasi éternel. Quasi éternel. Enfin... Sauf dans le cas de Jeanne Calment. Voilà. Est-ce que l'achat en viager est contraignant? Oui, c'est contraignant parce que justement, il y a cette notion de verser cette rente jusqu'à la fin de la vie du crédit rentier. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'interrompre les versements comme ça à votre gré. En général, les contrats prévoient qu'au bout de 2 versements non effectués, le contrat est annulé. On vous rend rien en plus, c'est ça le pire.
c'est que si vous ne versez pas vos rentes, vous perdez votre bouquet et puis surtout vous avez perdu toutes les sommes que vous y avez versées. C'est sans pitié. Donc c'est sans pitié. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui peut arriver, d'ailleurs, on revient sur notre exemple du film de Pierre Tchernia, il peut arriver que l'acquéreur décède avant son crédit rentier. Et ben dans ces cas-là, c'est les héritiers qui récupèrent la charge de la rente. Et donc, pareil, s'ils ne veulent pas verser, et ben le bien est perdu. Et quelles sont les obligations des parties, de l'acquéreur et du vendeur, durant la durée du viager? Alors en fait, les relations sont assez proches de celles d'un locataire et d'un propriétaire. En fait, le crédit rentier, donc l'occupant, il va s'engager à maintenir le bien dans un bon état de conservation. Donc il va faire les travaux d'entretien, donc il va refaire éventuellement les peintures quand il y a besoin, il va entretenir les canalisations, enfin bon, tout ce qui revient d'habitude au locataire. Et puis il va aussi s'engager à payer la taxe d'habitation parce que c'est lui qui habite le bien. En contrepartie, le débit rentier, donc celui qui achète le bien, lui il va s'engager à financer les gros travaux quand il y en a besoin, donc le ravalement de la façade, la toiture s'il y a besoin d'être refaite, et c'est lui qui va payer la taxe foncière. Voilà donc pour les obligations des uns et des autres. Quand on a un acte de vente, est-ce qu'il comporte du coup des mentions spéciales Alors, bien entendu, il doit figurer dans cet acte de vente l'état civil du vendeur et de l'acheteur. L'acte doit préciser le montant du bouquet, le montant de la rente, les conditions de paiement et l'indication du moment où l'acheteur va récupérer la jouissance du bien. Bon, là, en l'espèce, il n'y a pas de suspense, c'est au décès du vendeur. Mais on peut prévoir autre chose. Par exemple, il récupérera la jouissance du bien si jamais le vendeur doit être placé en maison de retraite. Donc à ce moment-là, le bien est vide et donc l'acquéreur peut l'occuper. Il faut également prévoir dans l'acte de vente les clés de répartition des charges. Qui va payer quoi ? Même si, ce qu'on disait tout à l'heure, normalement c'est l'acquéreur qui va payer les grosses réparations et puis le vendeur qui va payer le menu entretien, il vaut mieux le prévoir dans l'acte. Il faut aussi prévoir les modalités d'indexation de la rente. Parce que la rente qui est fixée au départ, il faut la réévaluer tous les ans parce que sinon elle va être grignotée par l'inflation. Donc il faut prévoir ces modalités d'indexation. Et enfin, il faut prévoir la clause résolutoire qui va permettre d'annuler la vente si jamais l'obligation d'une des parties n'est pas respectée. Petite précision, vous avez parlé du départ du vendeur en maison de retraite. On va juste revenir là-dessus une petite seconde. C'est-à-dire que le bien, par exemple une résidence secondaire, devient libre, donc celui qui l'achète peut aller occuper cette maison pendant ses vacances. En revanche, il continue à payer la rente à la personne qui est en maison de retraite. C'est bien? Bien sûr. Oui, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de sa vie. Mais il a l'avantage de pouvoir bénéficier de Exactement. De la jouissance du bien, comme on dit. On les trouve où, ces biens en viager? Il y a des petites annonces spécialisées? Ouais, alors, comme c'est en train de se développer, on trouve maintenant de plus en plus d'annonces, et c'est ça qui nous a fait réagir justement, c'est que on voit très fréquemment maintenant, notamment sur les sites internet, des petites annonces de vente en viager, à tel point que les sites internet, alors genre Se Loger, Explorimo, PAP, etc., ont mis des onglets sur leur site internet, un onglet viager. Donc vous cliquez dessus et vous avez tout de suite la liste des biens qui sont en viager. On peut aussi passer par la chambre des notaires parce que les notaires interviennent très fréquemment sur ce type de vente. Donc on va sur le portail des notaires, donc c'est notaire.fr. On va dessus et là il y a la liste des annonces. Et enfin on peut aller dans certaines agences immobilières qui sont spécialisées dans ce type de vente. Alors, on peut citer France Viager, on peut citer Cost Viager et leviager.fr. Voilà, c'est trois agences immobilières qui sont spécialisées sur le viager. Si c'est en plein boom, j'imagine que les financiers se sont précipités là-dessus, comme la pauvreté sur le monde. Bien vu. Il y a des produits qui permettent aussi de jouer le viager sans forcément s'investir dans le viager. Au même titre que vous avez les SCPI qui se lancent sur tous les dispositifs de défiscalisation, vous avez maintenant des produits collectifs qui se sont lancés sur ce type d'opération. Alors on peut citer 1, 2, 3 Venture, qui est un spécialiste du fonds de non coté, qui vient de lancer un fonds qui s'appelle, je ne sais plus, mais c'est pas grave, mais ça va revenir. Ça va revenir. Bientôt le viager pour vous, Frédéric. Presque, pas la maison de retraite encore, heureusement. En fait, donc ce produit, c'est un produit de gestion collective, donc le gérant achète un portefeuille de biens et puis dès que le crédit rentier décède, le bien est vendu et on espère en tirer une plus-value.
Et puis France Viager, dont on a parlé tout à l'heure, a créé une SCI qui s'appelle Vitalissimo, cette fois je connais son nom, et qui fonctionne exactement sur le même principe, mais cette fois pour une durée de 20 ans. Vitalissimo pour le Viager. Ouais. Faut le faire quand même. Ça s'invente pas. Frédéric Durand-Bazin, donc, qui nous entretenait sur le Viager ce matin. Vous restez avec nous, Frédéric. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Le Particulier. Et dans une dizaine de minutes maintenant, on répond à toutes les questions de nos auditeurs.